Philippe de Dieu le veut. Philippe de Dieu le veut, j'ai du ciel bleu dans mon passeport. Alors, avant de passer en revue, mon cher Philippe, quelques-uns de ses souvenirs, pas tous parce qu'il y en a beaucoup, Véronique Jeannot voulait vous poser une question que beaucoup de téléspectateurs se sont posés pendant les 4 années où vous avez joué les Tinsins à la télévision. Cette question est importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça effectivement. Il y a un grand mystère quand même. Comment est-ce que vous avez fait au niveau du son pour être aux 4 coins du monde comme ça dans votre hélicoptère et à réussir à être en liaison avec Paris, à donner l'impression que donc tout se passait en direct? Bon, ce n'est pas en effet un vrai direct, dans la mesure où l'image n'arrive pas... C'était ça la grande nouveauté de l'émission aussi, hein. Oui, c'était l'idée de Jacques-Antoine. C'est une liaison sonore, donc une liaison 4 fils. Je suis relié en duplex avec Paris, parce qu'il y a un avion qui vole en permanence au-dessus de l'hélicoptère, et je suis relié par une liaison VHF à la station de base, qui ensuite part sur la capitale, et c'est en fait un téléphone. Alors pour nous résumer, vous êtes en Amazonie, avec le décalage horaire. Les candidats sont la nuit en plateau à Paris, et ils parlent en liaison à 2h du matin, et les images, comment vous les faites d'abord? Et les images sont enregistrées sur magnétoscope, et ensuite, de retour à Paris, on fait un assemblage de ces deux images. On fait un assemblage. Donc une idée astucieuse qui a fait le tour du monde, elle aussi. Qui a fait le tour du monde. Beaucoup de pays ont acheté cette émission. Bon alors, première question avant de parler des souvenirs. Pourquoi avez-vous décidé de prendre un petit peu de recul avec cette émission? Pour voir davantage votre famille peut-être, et pour vivre d'autres aventures? Oui, pour diverses raisons bien sûr, pour lesquelles j'ai arrêté, mais c'est vrai que la famille était importante. J'ai quand même 2 enfants, une femme, donc il fallait s'en occuper, et j'avais besoin d'arrêter cette émission pour faire autre chose, parce que j'ai toujours été libre jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Cette émission a duré 4 ans, je crois qu'elle n'est pas finie, ça passe jusqu'au mois de décembre. Et ça va dans le monde entier la chanson? Et ça va dans le monde entier, mais pour moi il était temps de retrouver ma liberté, parce que je crois que c'est quand on est au pied du mur, quand on est libre, qu'on peut se donner à des choses importantes. Alors, la chasse au trésor, c'était une grande aventure. Bon, il faut préciser qu'au départ, vous étiez reporter, cinéaste, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, car il ne faut pas penser que la carrière de Dieu le veut a commencé avec la chasse au trésor. C'est la raison qu'il a fait avant. Oui, non, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire un livre, parce que d'ailleurs Grasset m'a contacté en me demandant est-ce que vous voudriez pas écrire un livre, et j'en ai profité pour dire aux gens que finalement je n'étais pas que le petit bonhomme en rouge qui court le soir à la télévision, mais que j'avais avant parcouru la terre entière, caméra au point, comme vous le disiez, pour filmer, faire des reportages à droite à gauche. Donc la course autour du monde, ça veut dire quelque chose, la course autour du monde? Ben, Philippe était déjà dans le coup, voilà. Il a été à l'agence Gamma, caméraman pigiste, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Alors l'idée, la chasse au trésor, c'était une aventure féerique pour le téléspectateur, car il fallait absolument, et c'était un des impératifs du succès de l'émission, partir le plus loin possible. Oui, pour faire rêver les gens, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, parce que lorsque j'étais petit, je rêvais en regardant la télévision, et un jour je me suis dit, moi aussi, j'irai dans tous ces pays-là. Donc si aujourd'hui je peux donner du rêve aux jeunes et aux moins jeunes, eh bien j'en suis heureux. Alors, en lisant ce livre, on s'aperçoit que vous avez risqué votre peau souvent. Hein. Arrivé, mais tout le monde a risque. Oui, mais enfin là, c'est pas passé loin. Vous pouvez il y a eu à peu près 104 ou 108 émissions. Quelles sont celles qui vous laissent les plus grandes frayeurs, les plus mauvais souvenirs? Alors, il n'y a pas de mauvais souvenirs, mais enfin, je m'en suis toujours tiré, donc il n'y a que de très bons souvenirs. Mais il est vrai que lorsqu'on part pour une émission qui se tourne en 1 heure, et un jour d'ailleurs j'ai rencontré Boissès dans la rue, et Boissès il me dit, mais cette émission, en combien de jours vous la tournez? Je lui dis, on la tourne en 1 heure. Il me dit, c'est pas vrai. Je dis, mais si. Il dit, c'est pas possible. Je dis, mais c'est vrai. Lui qui est habitué donc au cinéma où on coupe toutes les scènes, et bien cette émission était tournée vraiment dans le temps d'1 heure, donc on faisait un petit feuilleton sans préparation. C'est le caméraman qui beaucoup réalise cette émission. Bien sûr. Et donc il m'arrive, moi, de me trouver dans des situations difficiles, mais j'en suis tout à fait conscient et j'essaie de m'en sortir le mieux possible. Alors, les plus périlleuses étaient peut-être à La Rochelle, lorsque je me suis jeté de l'hélicoptère dans cette eau froide et glacée, et un courant descendant m'éloignait du fort, et j'avais du mal à nager avec mes bottes, ma pelle sur le côté, enfin bref. Et j'ai cru un moment que vous alliez dans une situation vraiment délicate. Alors, il y a eu des incidents comiques. Vous étiez à Coxide, en Belgique, où vous avez cherché des crevettes. Vous étiez plongé jusqu'à la ceinture dans la mer du Nord. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai appelé l'hélicoptère pour sortir le plus rapidement de l'eau. Il est venu me prendre, je me suis accroché au patin de l'hélicoptère et j'ai essayé de remonter à l'intérieur de cet hélicoptère, et je me croyais, moi, accroché à 20 mètres du sol. Donc j'avais une difficulté avec cet émetteur que je porte sur le ventre pour remonter à bord, et le caméraman que j'essayais d'appeler, je lui ai agrippé le pantalon en lui demandant de m'aider, et il semblait sourire. Alors j'étais un petit peu paniqué, et j'ai compris parce que le pilote s'était reposé près de la plage, et j'étais en fait à 20 cm du sol. Voilà. Ah bon. Donc je me croyais accroché à 20 mètres, et en fait j'étais tout près du sable. Dites-moi... d'avoir peur, t'es sous le sable. Vous avez souvent évité la catastrophe, par exemple, c'est à Sri Lanka,
vous êtes en train de nourrir un éléphanteau orphelin, hein, et là vous évitez de justesse un câble à haute tension. Ça, l'hélicoptère, il n'est pas passé loin ce jour-là. C'est ça le grand danger. Hein. Oui, tout à fait. Et je demandais au responsable de l'émission de faire en sorte qu'à chaque émission, le pilote survole une fois la région pour repérer et conformer avec sa carte les différents câbles et lignes à haute tension qui pouvaient exister dans la région. Alors au chapitre 11, le titre « J'ai filmé la mort ». Alors ça, vous parlez un petit peu d'une région du monde qui n'a jamais été épargnée par le malheur, c'est le sud-est asiatique. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller 4-5 fois à la frontière cambodgienne, et puis plusieurs fois pour Médecins sans frontières. Et en effet, le titre de ce chapitre, « J'ai filmé la mort », parce que c'est exact. Je me promenais à l'intérieur d'une tente de réfugiés, donc c'était, je vous promets, très très dur à voir. Et je faisais un travelling, et je suis arrivé au bout de cette tente, auprès d'une femme qui était à genoux devant son fils, qui venait de mourir. À ce moment-là, j'ai coupé ma caméra parce que le spectacle était assez étonnant et je voulais le voir encore mieux. Et puis, j'ai repris ma caméra parce que j'étais là pour filmer. Et à ce moment-là, cette femme a soulevé le drap qui recouvrait le visage de son enfant et elle a fait un geste que l'on voit rarement. Elle a réouvert avec ses doigts osseux les deux yeux de son fils. Alors je pense que c'était pour prendre le dernier regard ou pour s'assurer qu'il était bien mort. Elle a passé sa main dans la chevelure de ce gamin de 10 ans et elle a remis le drap et elle est partie la tête entre les mains. C'était vraiment pour elle la fin du monde. Elle avait tout perdu, elle avait donné la vie à ce gamin, mais la vie lui avait repris. Et moi j'avais fini mon film, j'étais en plus en fin de pellicule, donc les couleurs varient, passent du bleu au vert. Vous avez appuyé sur le bouton, tout de même c'est le réflexe du journaliste qui a marché à ce moment-là. Oui, tout à fait, parce que donc j'étais là pour ça, mais j'ai passé des jours terribles et quand je suis rentré chez moi, je me souviens d'avoir pleuré toute une après-midi. Je n'ai pas compris pourquoi, mais je sais que j'avais accumulé en 15 jours toutes ces horreurs et que j'avais besoin de les vider d'une façon ou d'une autre, et tant que je l'ai fait. Vous avez gardé toutes vos émissions sur Magnétoscope? Non, absolument pas. Pas du tout? Non, mais j'en ai certaines que je repasse à mes enfants quelquefois. J'ai l'impression que le passé vous intéresse pas, il y a que de l'avenir qui vous fascine. Non, parce que justement le passé m'intéresse pas. Enfin, pour moi, écrire ce livre, c'était justement l'occasion de tourner une page et cette chasse au trésor, c'était une aventure fantastique, extraordinaire, un grand privilège, mais maintenant, en effet, je voudrais me tourner un peu plus vers l'avenir. Je veux rester libre et c'est pour ça que je tenais absolument à retrouver ma liberté pour faire d'autres choses. On vous retrouve dans quelques minutes avec Laurent Voulzy et Véronique Jeannot, parce que comme Véronique Jeannot, vous avez une passion qui est la chanson et vous avez enregistré un disque. J'aimerais justement qu'on parle un petit peu de ce que va faire maintenant, ce que Philippe Delieu a envie de faire, maintenant qu'il est libre. Voilà, je suis libre. Il est libre, il n'a plus à franchir les océans, à bondir d'un avion à un autre, d'un hélicoptère à un autre hélicoptère, caméra au point. Dieu le veut, j'ai du ciel bleu dans mon passeport chez Grasset. Alors si la chasse au trésor occupe plusieurs chapitres, 3 ou 4, ce livre c'est surtout un livre qui permet de mieux connaître Philippe de Dieu le veut. Vous avez 31 ans. J'ai reçu beaucoup de lettres et au début je répondais à tout le monde et puis à un certain moment lorsque je rentrais, disons passer une semaine entre deux voyages d'un mois, je me suis posé la question, est-ce que je dois répondre au courrier ou est-ce que je dois aller me promener dans les bois avec mes enfants? Donc c'est la deuxième réponse que j'ai choisie. Je suis allé me promener avec mes enfants et je voulais écrire ce livre pour justement répondre d'une façon globale et collective. Alors, 31 ans, père de 2 enfants, originaire de Bretagne, cadet d'une famille de 3 garçons, scolarité médiocre. 8 garçons. 8 garçons. Comme beaucoup d'étudiants, vous saisissez toutes les occasions de gagner de l'argent. D'argent de poche. À 17 ans, votre projet, c'est de traverser le Sahara. Vous avez été successivement babysitter, vendeur sur les marchés, livreur de paquets cadeaux, agent de train voyageur, cuisinier, valet de chambre, peintre en bâtiment, surveillant d'études, colleur d'affiches. Et vous avez failli devenir mercenaire. Mais, et c'est là où ça va intéresser Véronique Jeannot, on vous retrouve au cours Simon comme comédien. Oui, car votre passion, c'est de jouer la comédie. D'ailleurs, c'est un secret pour personne. Si on vous proposait un beau rôle dans un bon film, vous l'accepteriez? Oui, si le film est bon, si le rôle est bon, j'accepte. Quel était votre emploi au cours Simon? Oh, j'ai touché un petit peu à tout, mais enfin, j'étais élève, oui, seulement. Mais c'est certain que ce sont les... Vous avez été le Père Noël un jour? Oui, mais pas au cours Simon. Ça, c'était pour gagner ma vie, j'étais Père Noël. Oui. Pour gagner ma vie. Non, le cours Simon, c'est un vieux rêve, c'est vrai, devenir comédien, parce que c'est pour moi une façon de... La vie est assez courte, jouer la comédie, c'est donc avoir l'occasion d'avoir plusieurs vies en une seule vie, et ça, c'est passionnant. C'est pour ça que je veux voyager, je veux profiter de toutes les années qui sont devant moi pour connaître un maximum la planète Terre. Je trouve qu'on est né sur cette planète, et la moindre des choses, c'est de la découvrir, quand on peut, bien sûr. Et moi, c'est ma volonté. Parmi tous les petits boulots que vous avez fait, on vous retrouve en Angleterre, dans un petit hôtel dont le tarif quotidien comprend la chambre, le petit déjeuner, on appelle ça bed and breakfast, et le travail consistait à servir les petits déjeuners de clients et à faire les chambres. Oui. En les faisant, vous avez un sourire intérieur dédié à votre chère maman qui un jour sur deux vous disait que tu pourrais quand même faire ton lit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que là vous avez fait 1500 fois Lily et cassé 3500 œufs.
Oui, c'est ça. Au début, on voulait pas que je touche à la cuisine parce que j'étais un petit étranger et on voulait pas du tout que le petit déjeuner soit mal fait. Mais au fil des jours, eh bien, j'ai sympathisé avec les gens de ce Bed and Breakfast et je me suis mis à faire la cuisine moi-même. Et j'ai vécu pendant 2 mois et demi dans une cabine de plage qui faisait 1m80 sur 1m20. Je payais 18 francs par semaine et j'ai vécu donc 2 mois et demi dans cette cabine avec mon sac à dos au bout du pied. Alors, un aventurier des temps modernes, si vous voulez tout savoir sur la vie de Philippe de Dieuleveux, sa jeune vie, parce qu'il n'a que 31 ans, hein, il en a fait des choses depuis 20 ans. Dernière question, la chanson. Vous avez enregistré une chanson avant les Jeux Olympiques. C'est exact, j'ai enregistré une chanson pour faire plaisir un petit peu, pour me faire plaisir et puis faire plaisir à un ami de classe qui avait repris contact avec moi par cette émission. C'était une expérience, une nouvelle aventure. Je ne dis pas non à d'autres aventures. D'ailleurs, il y a des chansons qui m'ont été proposées que je trouve très intéressantes et pourquoi pas. J'ai retrouvé la liberté pour touche à tout. Je regrette qu'en France, on catalogue les gens, on leur donne une étiquette et on leur donne... C'est en train de changer. C'est en train de changer, ben, tant mieux, je suis à la bonne période. Regardez, quand Véronique tournait le Toubib aux côtés d'Alain Delon et Granier de Fer et Giraudot, elle n'imaginait pas que le monde de la chanson lui ouvrirait les bras aussi facilement. Et pour mais c'est bien, alors c'est il y en a de plus en plus maintenant. Bon, il y a Canard Souchon au cinéma. Bien sûr, il y a Laurent Voulzy qui était aux Jeux Olympiques. Il y a Laurent Voulzy qui va faire ses grands débuts à l'écran. Hein? Oui, on va voir. Bah oui, pourquoi pas. Non, mais oui, on m'a proposé des choses. Mais je sais que vous avez proposé. Bon, je vous remercie. Je voudrais simplement vous dire, Philippe Dieuleveux, qu'on a reçu beaucoup de lettres lorsque vous êtes passé dans mon émission Champs-Élysées, lire un texte qui était attribué à MacArthur ou à Samuel Ullman, l'année, et c'était un texte sur la jeunesse. Hein, et on a reçu beaucoup de lettres et je suis sûr que vous avez dû en entendre parler. Oui, tout à fait. Parce que c'est peut-être ce jour-là d'ailleurs que certains ont eu envie de vous proposer des films. En tout cas, j'espère qu'ils seront un jour. Je l'ai mis dans le livre également parce que tout à fait répondre à tous ces gens. Bon, Philippe de Dieuleveux, adieu la chasse au trésor, mais pas adieu la télévision. La chasse au trésor continue. Mais si vous voulez mieux connaître ce personnage, qui est vraiment un aventurier, il faut lire J'ai du ciel bleu dans mon passeport chez Grasset. Philippe de Dieuleveux. Merci Philippe. Merci.